Le 27 janvier 2025, à l'occasion du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, plusieurs des dernières voix vivantes de l'Holocauste ont de nouveau levé le bras devant les caméras et les parlements. Sur cette peau ridée, on peut encore lire les numéros tatoués en 1944 et 1945, quand ils étaient des enfants de 3, 5 ou 7 ans, dans un système qui a tué plus d'1,5 million d'enfants juifs. Ce que nous voyons aujourd'hui comme une mémoire institutionnelle a commencé dans des wagons à bestiaux, dans des ghettos entassés de milliers de personnes et dans des baraquements où le silence était une stratégie de survie. Tova Friedman a survécu au Kinderlager d'Auschwitz et, le 7 octobre 1944, elle s'est retrouvée dans une chambre à gaz dont elle est sortie vivante. Ce même système a conduit Sam Harris jusqu'à la file de déportation vers Treblinka, d'où il s'est échappé lorsque son père, dans un geste désespéré, le poussa dehors à peine âgé de 7 ans. Quelques mois plus tard, alors que le Reich s'effondrait, Eva Clark naquit le 29 avril 1945 sur une charrette aux portes de Mauthausen, à peine 6 jours avant sa libération. Ce documentaire ne regarde pas seulement en arrière. Il suit le chemin par lequel ces enfants, marqués pour disparaître, ont transformé leur survie en un devoir de mémoire envers le monde. Enfance volée à Auschwitz, Tova Friedman, de l'enfant silencieuse à la voix mondiale. Lorsque nous voyons aujourd'hui une femme de plus de 80 ans tenir un téléphone portable devant son petit-fils et parler à des millions de jeunes sur TikTok, il est facile d'oublier que cette même femme fut, un jour, un numéro fraîchement tatoué sur le bras d'une petite fille de 5 ans. L'histoire de Tova Friedman commence bien avant les vidéos virales, dans une géographie et une époque où l'enfance juive en Europe de l'Est est devenue une expérience brutale de destruction. Tova est née en 1938 à Gdynia, un port polonais près de Gdańsk. Ses parents, Reisel et Machel, avaient quitté la petite ville de Tomaszów Mazowiecki en quête de meilleures opportunités, mais lorsque la guerre éclate, la famille fait le trajet inverse et retourne dans sa ville d'origine. Là, ils se retrouveront face à la forme concrète que prendra la persécution. Un ghetto improvisé dans 6 immeubles de 4 étages, entassés avec environ 5000 juifs, parmi lesquels des milliers d'enfants. Pour Tova, cet espace sera le premier monde dont elle se souviendra. Des escaliers encombrés, des files d'attente pour un morceau de nourriture, des tirs sporadiques, des rumeurs de déportation que les adultes essaient de cacher aux plus jeunes. La population du ghetto diminue à mesure que les années d'occupation passent. La faim n'est pas une abstraction. C'est le corps d'un enfant qui s'habitue à se sentir faible, à voir disparaître voisins et membres de sa famille. Les exécutions dans les rues, les rafles nocturnes et les premières déportations vers des camps inconnus vident les maisons. La guerre, pour Tova, n'est pas une carte des fronts, mais la succession des absences. Plus tard, sa famille sera envoyée au complexe de camps de travail de Starachowicz, où ses parents travaillent dans une usine de munitions. La petite fille apprend très vite que sa survie dépend de la capacité des adultes à rester utiles aux Allemands. Lorsque les nazis décident de déporter les enfants de la région, le père de Tova lui demande de se cacher dans un petit recoin sous le toit de la maison. C'est une scène typique de nombreuses histoires de l'Holocauste. Un adulte qui sait trop de choses tente, par un geste minime, de tromper la machine d'extermination. Pendant un certain temps, cette cachette fonctionne. Mais la protection ne dure pas. En 1944, son père est déporté au camp de Dachau et Tova, avec sa mère, est envoyée dans un train de bestiaux à Auschwitz-Birkenau. Elle n'a que 5 ans. Lorsque le wagon s'ouvre, le langage se réduit à des ordres hurlés, des chiens aboyants et la fumée constante des crématoires. Contrairement à la plupart des enfants, Tova n'est pas tuée à son arrivée. C'est un détail qui marquera toute sa vie. Elle fait partie du petit groupe d'enfants sélectionnés pour survivre, du moins temporairement. On lui rase les cheveux, on lui enlève ses vêtements et on lui tatoue un numéro sur le bras. Ce numéro annule son nom, mais il assure, paradoxalement, une forme de mémoire. Des décennies plus tard, ce chiffre sera la preuve matérielle de son histoire devant les caméras. En 1944, cependant, cela ne signifie que son entrée dans le mécanisme du camp en tant que prisonnière numérotée, confinée dans le Kinderlager, le camp des enfants, à l'intérieur d'Auschwitz. Là, l'enfance se redéfinit comme une survie quotidienne, supporter la faim, le froid, la violence et les épidémies, apprenant à ne pas attirer l'attention. Tova se souviendra toujours qu'à 5 ans, elle ne concevait pas un monde extérieur à Auschwitz. Elle ne savait pas qu'il existait des villes normales, des écoles, des parcs.
Son univers était la boue du baraquement, les cris en allemand, les cheminées allumées. D'un point de vue historique, cela montre le degré de déracinement que le système nazi a imposé. Il ne tuait pas seulement des corps, il limitait également l'horizon mental des survivants les plus jeunes aux limites physiques du camp. La petite fille intériorise une logique absurde. Le jour où l'on ne te choisit pour rien, le jour où tu passes inaperçu, est un jour gagné. L'épisode le plus extrême qui marquera sa mémoire a lieu le 7 octobre 1944. Ce jour-là, Tova et d'autres enfants sont conduits vers la chambre à gaz. Des années plus tard, les historiens associeront cette date à la révolte du Sonderkommando à Auschwitz, lorsque des prisonniers travaillant dans les crématoires ont fait exploser une partie des installations. Pour une enfant de 5 ans, tout ce qui reste est la sensation d'avoir été dans un lieu de mort dont elle est sortie vivante grâce à un défaut technique et à l'action désespérée d'autres prisonniers. Elle fait partie des très rares personnes qui peuvent dire qu'elles ont été dans une chambre à gaz d'Auschwitz et en sont sorties vivantes. Cet événement biographiquement unique fera d'elle un témoin particulièrement pertinent. L'hiver 1944 à 45 apporte avec lui l'effondrement du Troisième Reich. À mesure que l'armée rouge approche, les nazis tentent d'effacer les preuves de leurs crimes. Ils détruisent des documents, font sauter des crématoires, organisent des marches de la mort pour évacuer les prisonniers vers l'intérieur du Reich. En janvier 1945, Tova et sa mère auraient dû faire partie de l'une de ces colonnes condamnées à marcher des kilomètres dans la neige, sans nourriture et avec ceux qui tombent, exécutés sur le bas-côté. Au lieu de cela, elle se cache dans l'infirmerie, parmi les cadavres, en faisant semblant d'être morte. Un camouflage extrême, utiliser la présence d'autres corps comme bouclier. Lorsque les Allemands abandonnent le camp, elle reste là, immobile, jusqu'à ce que les soldats soviétiques entrent à Auschwitz le 27 janvier. L'image de Tova, une enfant extrêmement maigre levant le bras tatoué devant l'objectif d'un photographe soviétique, deviendra l'une des photographies emblématiques de la libération. Cependant, la libération n'est pas la fin de cette histoire traumatique, mais le début d'une nouvelle étape, marquée par la maladie et le déracinement. Tova et sa mère passent par des hôpitaux, des sanatoriums pour malades de la tuberculose, des camps de personnes déplacées. Elles retournent à Tomaszów Mazowiecki et découvrent que la maison familiale a été détruite et que presque toute leur famille élargie a été tuée. Dans cette ville, où vivaient autrefois environ 5000 enfants juifs, il n'en reste plus que 5 vivants. Tova est l'une d'elles. C'est un fait froid, statistique, mais aussi une clé pour comprendre le fardeau moral qu'elle portera toute sa vie. Chaque jour de sa vie adulte se vit sous la conscience d'avoir survécu alors que presque aucun autre enfant du même endroit ne l'a fait. Le retour de son père de Dachau quelque temps après permet de reconstruire un noyau familial minimal. Il passe quelques années en Pologne, dans un pays désormais communiste, hostile à de nombreuses formes de vie juive. Comme tant d'autres familles, elle décide d'émigrer. En 1950, lorsque Tova a 12 ans, la famille embarque pour les États-Unis et s'installe à Brooklyn. L'enfant d'Auschwitz devient une adolescente à New York, confrontée au choc des langues, des coutumes et des attentes. À l'école, la guerre existe dans les manuels scolaires. Pour elle, elle continue de sentir l'odeur de la fumée et du désinfectant. Les tatouages sur le bras, qui en Pologne étaient un signe partagé entre survivants, sont en Amérique une rareté qui suscite curiosité et parfois rejet. La stratégie de nombreux jeunes est le silence. Ils étudient, travaillent, s'adaptent, sans trop parler d'où ils viennent. Contrairement à d'autres survivants qui s'éloignent de toute forme de réflexion sur le traumatisme, Tova choisit un chemin qui combine intégration et élaboration. Elle étudie la psychologie au Brooklyn College, puis la littérature au City College de New York et le travail social à l'université Rutgers. Ce n'est pas un parcours neutre. Se former en tant que thérapeute, dans son cas, implique de systématiser, avec des outils cliniques, une expérience qui remonte à bien loin. Plus tard, elle enseigne à l'université hébraïque de Jérusalem et dirige pendant plus de 20 ans le service des familles juives des comtés de Somerset et Warren, travaillant avec des familles migrantes, des victimes de violences, des personnes brisées par diverses formes de pertes. À chaque consultation, elle n'agissait pas seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que personne connaissant intimement ce que signifie voir le monde s'effondrer. Pendant des décennies, l'histoire de son enfance circula dans des cercles restreints,
conférences dans les écoles, les synagogues, les universités. Son témoignage apparaît dans le livre Kinderlager, publié par Milton J. Neufsma en 1998, qui recueille l'expérience de plusieurs enfants survivants d'Auschwitz. Plus tard, en 2022, elle publie ses propres mémoires, The Daughter of Auschwitz, écrite avec le journaliste Malcolm Brabant. Là, elle reconstruit, avec une précision qui mêle mémoire personnelle et contexte historique, la vie dans le ghetto, le transfert à Starachowicz, la déportation, le Kinderlager, la chambre à gaz, la libération et le long chemin vers une vie relativement stable aux États-Unis. Le livre ne se contente pas d'ajouter des détails à l'historiographie académique. Il offre aussi aux jeunes générations une porte d'entrée émotionnelle dans le passé. Cependant, la grande transformation de son rôle public survient dans les années 2020. Dans un contexte de désinformation croissante, de relativisation et de négation du Holocauste, son petit-fils décide de lui ouvrir un compte TikTok. Depuis le salon de la maison familiale du New Jersey, le jeune homme filme des vidéos courtes dans lesquelles Tova répond à des questions sur la vie à Auschwitz, montre son tatouage, explique ce qu'elle ressentait lorsqu'elle avait 6 ans et décrit, en termes simples, des scènes qui dans les livres apparaissent souvent enveloppées dans un langage solennel. Ce qui, au départ, est un projet domestique, devient rapidement un phénomène mondial. Des millions de vues, des messages du monde entier, des jeunes qui, pour la première fois, entendent le mot Auschwitz, non pas dans une salle de classe, mais sur l'écran de leur téléphone. Cette présence sur les réseaux sociaux a plusieurs couches. Pour les historiens de la mémoire, elle représente le passage de l'ère des témoins à l'ère numérique de la mémoire, où les voix des survivants sont enregistrées dans des formats qui continueront à circuler lorsqu'ils ne seront plus là. Pour Tova, c'est aussi une manière de remplir ce qu'elle considère comme une obligation morale, parler au nom d'1,5 million d'enfants juifs assassinés, dont personne n'a tatoué les noms. Elle l'a dit à plusieurs reprises, être survivant implique une responsabilité. Cette responsabilité l'a menée également à des discours de grande visibilité institutionnelle, comme son intervention lors de la cérémonie de la Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste à Auschwitz en 2025 et son invitation à s'adresser au Bundestag allemand en janvier 2026. L'enfant qui se cachait parmi les cadavres à Birkenau se trouve, 80 ans plus tard, à prendre la parole devant le Parlement du pays qui a conçu ce système de mort. Aujourd'hui, Tova Friedman vit avant tout comme une femme âgée portant sur ses épaules une biographie peu commune. Mariée pendant 60 ans, mère de 4 enfants, grand-mère de 8 petits-enfants, résidente du New Jersey, préoccupée par la politique contemporaine et l'avenir de ses descendants. Dans des interviews récentes, elle se déclare sceptique vis-à-vis de nombreux leaders actuels et craint que le monde n'ait pas assez appris de la Shoah. Mais elle affirme aussi que sa foi juive et sa famille lui ont donné une structure de sens. La vie quotidienne coexiste avec des épisodes exceptionnels, comme la publication de ses mémoires dans plusieurs langues ou la sensation de parler à des jeunes sur différents continents à partir de l'écran d'un téléphone. Dans son cas, recomposer la vie n'a pas signifié oublier ni clore l'histoire dans un passé lointain, mais précisément l'intégrer à son présent. Le numéro tatoué sur son bras est toujours visible. Elle ne le cache pas. Elle le montre encore et encore parce qu'elle sait que, dans un monde saturé d'images, ce fragment de peau est l'une des rares preuves qui peuvent encore interpeller directement celui qui regarde. Chaque fois qu'elle lève le bras devant la caméra ou devant un groupe d'étudiants, la distance entre l'enfant du Kinderlager et la thérapeute retraitée se raccourcit. Sa vieillesse est marquée par un double mouvement. C'est une étape de fragilité physique, mais aussi de grande exposition publique. Derrière le musée, Sam Harris, du ghetto et du camp de Czestochowa à Chicago. Si aujourd'hui on entre au Illinois Holocaust Museum and Education Center, en périphérie de Chicago, il est facile de voir le bâtiment, les expositions, les visites scolaires. Ce qui est plus difficile, c'est d'imaginer qu'une partie de tout cela est née de la mémoire d'un enfant qui a passé des années caché, affamé et terrifié, dans un ghetto et un camp de travail en Pologne occupée. Cet enfant s'appelait Slamek Rzeznik. Aujourd'hui, le monde le connaît sous le nom de Sam Harris. Il est né en 1935 à Deblin, une petite ville polonaise sur les rives du Vistule, dans une grande famille juive orthodoxe. Il était le plus jeune de 7 enfants. Son père était sophère, un scribe des textes sacrés, une figure respectée au sein de la communauté.
La vie, durant ces 4 premières années, se passait entre l'école, la synagogue et les jeux d'enfants dans un environnement où l'identité juive était visible et quotidienne. Ce monde disparut soudainement lorsque, en 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Peu après, le ghetto de Deblin fut créé. Sam, ses parents et ses 7 frères et sœurs furent obligés de s'y installer avec des milliers d'autres juifs. Pendant près de 3 ans, le ghetto fut leur univers clos. La faim, l'entassement, les maladies et la violence marquaient la vie quotidienne. Du point de vue d'un enfant, le ghetto est un lieu où la rue était dangereuse et les rafles pouvaient commencer à tout moment. Les jeux étaient interrompus par les cris des soldats, le bruit des camions, les ordres donnés à coups de bousculade. L'école cessa d'exister. Les priorités devinrent la recherche d'un morceau de pain et éviter les gardes. La liquidation du ghetto en 1942 est l'un des moments clés de sa vie. Un jour, des camions remplis de soldats entrèrent à Deblin. Ils ordonnèrent aux Juifs de se concentrer sur la place du marché. Ceux qui ne marchaient pas assez vite étaient frappés ou tués sur le champ. Sam, à peine âgé de 7 ans, était dans la file de déportation avec son père, tenant sa main. Il ne voyait que des jambes, des bottes, le mouvement des gens vers les wagons de train. Il entendait des coups de feu, des pleurs, des ordres. Son père, dans un geste qui se répéterait dans de nombreuses autres histoires de la Shoah, prit une décision instantanée. Il le poussa hors de la file et lui murmura de courir. Sam courut. Personne ne sembla le voir. Il réussit à se cacher et retrouva sa sœur Sarah derrière des briques. Tous deux restèrent là, observant comment les parents, frères et sœurs, voisins étaient emmenés vers les wagons. Ce fut la dernière fois qu'il vit sa mère, son père et 5 de ses frères et sœurs. Quelques jours plus tard, il apprit par des rumeurs que le destin de ce convoi était Treblinka, l'un des camps d'extermination les plus meurtriers de l'opération Reinhard. D'un point de vue historique, c'est une donnée de plus dans les statistiques du génocide. Du point de vue d'un enfant de 7 ans, c'est l'origine d'un vide qui le poursuivra toute sa vie. Après la liquidation, les rares survivants furent réinstallés. Sa sœur aînée, Rosa, fut affectée comme main-d'œuvre esclave dans un camp de travail près de Deblin. Là, elle devint le principal soutien de Sam et de Sarah. Elle les cachait dès qu'elle le pouvait, les tenait à l'écart lors des sélections et des recensements, les dissimulait parmi les adultes pour qu'ils semblent plus vieux qu'ils ne l'étaient. La logique du camp était brutale, seul le travail justifiait la vie. Les petits-enfants étaient considérés comme inutiles et donc jetables. Survivre pour Sam signifiait apprendre à ne pas paraître un enfant. La vie quotidienne dans ce camp tournait autour des sirènes, des recensements, du travail forcé et de la faim constante. Les souvenirs que Sam conserve sont fragmentaires, mais révélateurs. De longues files sous la pluie ou la neige, des gardes frappant ceux qui bougeaient, la peur d'être désigné pour une punition ou une déportation. La nourriture se composait de soupe diluée et de rations minimales de pain. Ils dormaient entassés et les maladies se propageaient rapidement. Dans cet environnement, le petit réseau de protection que Rosa tissait autour de ses frères était presque la seule défense. En 1944, lorsque la situation militaire du Reich commença à se détériorer, Sam, Rosa et Sarah furent déportés vers le complexe de camps de travail de Częstochowa, où l'entreprise allemande ASAG exploitait des milliers de prisonniers dans des usines de munitions. Encore une fois, Rosa réussit à cacher ses frères, cette fois dans un environnement encore plus industrialisé. Częstochowa n'était pas un camp d'extermination comme Treblinka, mais la mortalité due à la faim, à l'épuisement et aux maladies y était extrêmement élevée. Les prisonniers travaillaient à la fabrication de munitions avec une protection minimale et sous menace constante. Pour Sam, le camp de Częstochowa fut le dernier décor de son enfance sous domination nazie. Là, il apprit à se déplacer entre les machines, à trouver des coins où les gardes ne pouvaient pas le voir, à distinguer au ton de voix d'un officier si un coup allait être porté ou si c'était un ordre. La violence était quotidienne. Les exécutions publiques rappelaient à tous quel était le prix de l'infraction des règles du camp. La seule stratégie était de rester en vie jusqu'au lendemain. La structure familiale se réduisit à un triangle de survie. Rosa comme figure quasi maternelle, Sarah comme compagne de peur et Sam comme le cadet, protégé au prix de grands risques. En janvier 1945, le front oriental se rapprocha de Częstochowa. Les Allemands commencèrent à évacuer certains camps par des marches de la mort, mais dans ce cas, l'arrivée de l'armée rouge fut relativement rapide.
Lorsque les Soviétiques entrèrent, Sam avait 9 ans. Il n'y avait ni école, ni jouets, ni aucun rituel d'enfance reconnaissable. Il savait identifier les armes, les uniformes, les bruits des bottes. Il savait ce que c'était que de voir un cadavre au sol et de continuer à marcher pour ne pas être le suivant. La libération signifia la fin immédiate du danger nazi, mais pas le début d'une vie stable. 3 enfants étaient seuls dans un pays dévasté. Après la guerre, Rosa prit de facto le rôle de mère. Pendant 1945 et 1946, ils se déplacèrent dans différentes zones sous administration alliée, au milieu de millions de déplacés. Les structures communautaires juives étaient détruites. Beaucoup de survivants ne savaient pas si leurs familles étaient encore en vie. Pour les orphelins, l'alternative était entre des foyers d'enfants, des kibbutzim en formation ou l'émigration. En 1946, Rosa prit une décision cruciale. Elle sortit Sam et Sarah de Pologne, les emmena clandestinement en Autriche et réussit à faire organiser leur transfert vers les États-Unis par des organisations juives. En 1947, les 2 frères arrivèrent à New York. Ils avaient 12 et 14 ans. Là, ils furent adoptés par des familles différentes. Slamek devint Sam Harris, le nom de la famille qui l'accueillit, et déménagea à Chicago. Avec un simple changement de nom, sa vie entra dans un nouveau registre. Pour lui, l'après-guerre signifiait apprendre l'anglais, aller à l'école, travailler en tant qu'adolescent et s'intégrer dans une société qui ne savait pas grand-chose sur l'Holocauste. Le passé resta encapsulé dans des cauchemars nocturnes et des silences diurnes. Pendant des années, Sam parla presque pas de ce qu'il avait vécu. Il faisait partie de ce que beaucoup de chercheurs appellent la génération du silence, des survivants qui par honte, culpabilité, douleur ou simple instinct d'adaptation laissèrent le passé de côté tout en construisant une nouvelle vie. Il étudia, fit son service militaire, travailla, se maria avec Dédé, eut des enfants et s'intégra pleinement dans la vie de classe moyenne américaine. Ceux qui le côtoyaient voyaient un homme travailleur, sociable, impliqué dans sa communauté. Seuls ceux qui étaient plus proches percevaient qu'il y avait quelque chose d'indicible. Sa femme a raconté qu'elle pouvait remarquer que l'expérience le rongeait de l'intérieur, mais qu'il refusait d'en parler. Le tournant survint en 1981, lorsqu'il se rendit à Jérusalem pour participer au World Gathering of Jewish Holocaust Survivors. Là, il rencontra pour la première fois des milliers de personnes qui partageaient des histoires similaires, ghettos, camps, fuites, orphelins. Cette rencontre ouvrit une porte. Sam comprit que son silence, loin de le protéger, l'isolait. Il retourna aux États-Unis avec une conviction nouvelle. Il devait raconter son histoire. D'abord dans de petits groupes, puis dans des écoles, des synagogues, des associations civiques. La voix de l'enfant de Deblin commença à trouver sa place dans la sphère publique. Au fil du temps, son engagement pour la mémoire se transforma en un projet concret, la création d'un grand musée de l'Holocauste dans l'Illinois. Sam fut l'une des forces motrices derrière l'Illinois Holocaust Museum et Education Center, un bâtiment de plus de 6000 mètres carrés à Skokie. Il ne s'agissait pas seulement de construire des murs et des vitrines, mais de concevoir un lieu où les nouvelles générations pourraient apprendre ce qui s'était passé et pourquoi cela avait de l'importance. Pour lui, le musée était une réponse structurelle à la perte de sa famille. S'il ne pouvait pas ramener à la vie ses parents et ses frères et sœurs, au moins pouvait-il contribuer à ce que leur mort ne soit pas engloutie dans l'oubli. Son rôle n'a pas été symbolique. Il a travaillé sur la collecte de fonds, a parlé avec des autorités et s'est impliqué dans la conception éducative. Au fil des années, le musée est devenu une institution de référence et Sam en est devenu le président émérite. Là-bas, non seulement des objets et des documents sont exposés, mais son histoire est aussi racontée dans un format singulier, une expérience interactive où un hologramme de lui répond aux questions du public. La technologie permet aux futurs visiteurs de continuer à parler avec lui lorsqu'il ne pourra plus le faire en personne. La voix d'un enfant du ghetto de Deblin, médiée par des caméras et des algorithmes, se projette vers les décennies à venir. En plus de son travail institutionnel, Sam décida d'écrire. Avec Cheryl Gorder, il publia Sammy, Child Survivor of the Holocaust, un livre dans lequel il raconte son enfance dans le ghetto et à Czestochowa avec un langage accessible destiné aux jeunes lecteurs. Plus tard, avec son épouse Dédé, il écrivit If Only My Belt Could Speak,
où il utilise un objet quotidien, la ceinture qu'il porta pendant des années, comme fil conducteur pour parler de mémoire, d'identité et de résilience. Le choix n'est pas anodin. En l'absence de tombe familiale, les objets deviennent des témoins matériels de ce qui a été vécu. Comment vit aujourd'hui Sam Harris? Il vit comme un homme de plus de 80 ans qui a parcouru presque tout l'arc du XXe siècle et du début du XXIe, d'un ghetto en Pologne à la présidence honorifique d'un musée aux États-Unis. Il réside dans la région de Chicago, entouré de ses enfants, de ses petits-enfants et d'une communauté qui le reconnaît autant pour sa chaleur personnelle que pour son histoire. Il participe à des événements commémoratifs, donne des interviews, accueille des groupes d'étudiants. Souvent, il se présente non seulement comme une victime, mais aussi comme un citoyen préoccupé par l'antisémitisme actuel, le racisme et les persécutions contemporaines. Il insiste sur le fait que la leçon de l'Holocauste n'est pas exclusive aux Juifs, mais qu'elle est universelle. La vie quotidienne de Sam combine la routine de tout vieil homme avec des moments de haute intensité symbolique, cérémonies d'État, reconnaissances telles que la Ellis Island Medal of Honor, rencontres avec des leaders communautaires. Dans toutes ces instances, il revient encore et encore à l'enfant qu'il fut. Il raconte comment son père l'a poussé hors de la file, comment sa sœur aînée a risqué sa vie en le cachant, comment il a survécu dans un système conçu pour l'éliminer. Chaque audience est différente, mais le message se répète. Ce qui a sauvé Sam n'a pas été la bonté du système, mais des décisions individuelles de résistance et de solidarité. Du point de vue de l'historien, son parcours illustre plusieurs motifs communs parmi les enfants survivants de l'Holocauste. D'abord, la survie liée à une chaîne de décision adulte. Le coup de son père dans la file vers Treblinka, le courage de Rosa en le cachant dans 2 camps différents, les organisations internationales qui facilitèrent son émigration, la famille américaine qui l'adopta. Ensuite, une longue période de silence après la guerre, pendant laquelle reconstruire sa vie impliquait presque nécessairement de marginaliser le passé. Enfin, une vieillesse où la mémoire devient un métier. Parler, écrire, fonder des institutions, laisser sa propre voix gravée. Naître dans un camp d'extermination, Eva Clarke et la vie après Mauthausen. Lorsque nous parlons des enfants survivants de l'Holocauste, nous imaginons souvent des enfants qui avaient quelques années lorsque la guerre a éclaté, qui se souviennent de leur maison, de l'école, du quartier. Dans le cas d'Eva Clarke, l'histoire est encore plus extrême. Elle est née directement dans un camp de concentration, sur un chariot, à l'entrée de l'un des lieux de mort les plus brutaux du système nazi. Pendant des décennies, son existence fut la preuve vivante qu'à même le dernier moment, lorsque le Reich s'effondrait, la machine d'extermination continuait de fonctionner. Aujourd'hui, âgée, elle vit en Angleterre et a transformé cette histoire improbable en un outil d'éducation et d'alerte face à la haine. La vie d'Eva commence avant sa naissance, avec l'histoire de ses parents. Sa mère, Anka Bergman, est née en 1917 dans une famille juive à Trebechovice, en Tchécoslovaquie, à l'époque. Elle étudia le droit à Prague jusqu'à ce que les lois antisémites lui ferment les portes de l'université. Son père, Bernd Nathan, était un architecte juif allemand qui s'était installé à Prague pour fuir le nazisme. Ils se marièrent en 1940, déjà sous occupation allemande. Le couple fut déporté au ghetto-camp de Theresienstadt en décembre 1941, un lieu présenté par la propagande nazie comme une colonie modèle, mais qui en réalité fonctionnait comme une étape avant Auschwitz et d'autres camps. À Theresienstadt, Anka et Bernd tentèrent de maintenir une vie commune, aussi fragile soit-elle. Là, leur premier enfant, Dan, également appelé George, naquit au début de 1944. Le bébé mourut de pneumonie à l'âge de 2 mois, dans des conditions de surpopulation, de faim et de manque de soins médicaux. Pour les historiens, Dan fait partie des nombreux enfants de Theresienstadt qui ne figurent jamais dans les statistiques de déportation car ils moururent dans le ghetto lui-même. Pour Anka, il fut la première perte irréparable. En septembre 1944, Bernd fut déporté à Auschwitz. Il ne sut jamais que sa femme était à nouveau enceinte. Là, il fut tué le 18 janvier 1945, quelques jours avant la libération du complexe. La documentation indique qu'il mourut abattu lors de l'une des dernières exécutions de prisonniers, lorsque les nazis tentaient d'effacer les preuves et d'évacuer le camp. Anka se retrouva seule, sans mari, sans son premier enfant.
enceinte dans un système qui considérait les femmes enceintes et les bébés comme des bouches inutiles devant être éliminées à leur arrivée. À la fin de 1944, elle-même fut déportée de Theresienstadt à Auschwitz. Sur la rampe de sélection, un médecin SS lui demanda si elle était enceinte. Anka savait qu'admettre la vérité signifiait une sentence de mort. Elle mentit et répondit que non. Ce mensonge lui sauva la vie et représente le premier maillon direct de la chaîne qui permettra à Eva de naître. Après quelques semaines à Auschwitz, Anka fut envoyée dans un sous-camp à Freiberg, où elle travailla 6 mois comme esclave dans une usine d'armement. Là, elle continua de cacher sa grossesse, portant des vêtements amples, essayant de ne pas attirer l'attention lors des comptages. Son poids descendit en dessous de 35 kilos. À la fin de mars et au début d'avril 1945, avec l'avancée du front soviétique, les autorités nazies décidèrent d'évacuer ce sous-camp. Anka, avec d'autres prisonnières, fut entassée dans des wagons ouverts de charbon. Le voyage dura environ 17 jours, avec presque aucune nourriture ni eau, traversant une Allemagne en ruine sous les bombardements et le chaos. Beaucoup de femmes moururent pendant le voyage. Leurs corps étaient jetés hors des wagons. Ce train se dirigeait vers Mauthausen, un camp de niveau 3, réservé aux prisonniers considérés comme irrécupérables. Lorsque le train arriva près de la station, Anka aperçut le nom Mauthausen, inscrit sur un panneau. Elle le reconnut. Elle savait par des rumeurs que c'était un endroit d'où presque personne ne sortait vivant. Le choc provoqua le début de son travail. On la descendit du wagon et on la plaça sur un chariot, entre la station et la porte du camp. Là, sans assistance médicale, sans hygiène, entourée d'autres prisonnières épuisées et de gardes armés, elle donna naissance. Le 29 avril 1945 naquit Eva Olga Natanova, qui deviendrait plus tard Eva Clark. Elle pesait environ 1,5 kg. Sa mère était réduite à l'état d'os, pesant 35 kilos. C'était littéralement une naissance au bord de la mort. Eva résume souvent sa survie en 3 raisons que sa mère mentionnait. Premièrement, un fait glaçant, le 28 avril, les nazis étaient à court de gaz pour la chambre à gaz de Mauthausen. Si le train était arrivé quelques jours plus tôt, elles auraient probablement été envoyées directement à la mort. Deuxièmement, le 30 avril, Adolf Hitler se suicida à Berlin, accélérant l'effondrement de la structure de commandement. Et troisièmement, le 5 mai, la 11e division blindée des États-Unis libéra le camp. Entre le 29 avril et le 5 mai, Anka et son bébé se sont accrochés à la vie dans des conditions extrêmes, nourris de substituts minimaux de lait. Un caméraman du Army Signal Corps filma la mère et le nouveau-né, des images qui, des décennies plus tard, serviraient de preuve visuelle à cette histoire improbable. La libération ne signifiait pas une fin heureuse immédiate. Mauthausen était, selon les rapports alliés, un paysage de cadavres, de malades et de personnes aux portes de la mort. Anka et son bébé furent transférés dans des hôpitaux improvisés. Le concept même d'enfance n'existait pas encore pour Eva. Ses premiers jours se sont déroulés entre des baraquements et des salles médicales de fortune. Lorsqu'elles furent suffisamment fortes, elles retournèrent à Prague, où elles séjournèrent chez un cousin ayant survécu. Là, Anka dut prendre la pleine mesure de la perte. Son mari, ses parents et ses 2 sœurs avaient été tués à Auschwitz. L'enfant qu'elle portait dans ses bras était le seul reste vivant d'une famille élargie détruite. En février 1948, dans une Tchécoslovaquie qui venait de tomber sous contrôle communiste, Anka épousa Karel Bergman, un juif tchèque qui avait fui en 1939 au Royaume-Uni, s'était enrôlé comme interprète dans la Royal Air Force et avait, lui aussi, perdu sa famille dans la Shoah. Ils partageaient la même langue, les mêmes origines et le même traumatisme. Plus tard, Karel adopta légalement Eva, qui prit le nom de famille Bergman. Cette même année, la famille quitta le pays pour l'Occident. Leur idée initiale était d'émigrer au Canada, mais un travail pour Karel au pays de Galles changea le destin. Ils s'installèrent à Cardiff, où commencerait la vie normale d'une enfant née dans un camp. L'enfance d'Eva au pays de Galles fut, à bien des égards, celle de toute fille d'immigrants. Elle fréquenta les écoles locales, apprit l'anglais avec un accent gallois, joua dans des quartiers où presque personne ne savait qu'elle avait été une bébé du camp. La Shoah était présente dans la maison, mais ne dominait pas toutes les conversations. Anka, comme beaucoup de mères survivantes, gérait l'équilibre entre protéger sa fille et ne pas lui mentir. Un épisode concret marqua la prise de conscience d'Eva. Un jour,
En revenant de l'école, elle remarqua que le sac de sa mère portait les initiales AN. Elle s'appelait Bergman et se demanda pourquoi le sac ne portait pas AB. Anka lui expliqua alors, avec précaution, que son nom de jeune fille était Nathanova, qu'elle s'était mariée auparavant avec un homme nommé Bernd Nathan, et que cet homme, son père biologique, avait été tué à Auschwitz. Elle lui raconta aussi qu'elle avait eu un frère aîné, Dan, qui était mort bébé à Theresienstadt. Ce geste d'honnêteté, selon Eva, lui donna une base solide. Elle savait qui elle était, d'où elle venait et ce qui avait été perdu. L'identité de née à Mauthausen resta pendant de nombreuses années un fait intime, non un élément public. Eva grandit, réussit ses examens, déménagea à Cambridge, se maria avec Malcolm Clark et eut 2 enfants. Elle travailla 20 ans comme administratrice dans un collège d'enseignement supérieur, le Cambridge Regional College. Dans sa vie professionnelle, elle était une fonctionnaire efficace. Dans sa vie familiale, une mère qui, comme beaucoup de réfugiés de seconde génération, mêlait l'humour, les exigences et le poids d'une histoire passée. Ce n'est que dans des cercles restreints qu'elle racontait, parfois, qu'elle était née dans un camp de concentration. Un détail frappant de sa biographie relie, de façon presque ironique, le front aérien de la guerre à son histoire familiale. Le père de son mari, Kenneth Clark, avait été navigateur de bombardier dans la RAF et avait participé au bombardement de Dresde en février 1945, tandis qu'Anka se trouvait cachée avec d'autres prisonnières près de cette ville pendant leur passage à travers les différents camps. C'est un exemple de la façon dont les trajectoires des victimes et des participants à l'effort de guerre allié se croisent des décennies plus tard, lorsque les récits de guerre deviennent des histoires familiales complexes. Le grand tournant dans la vie publique d'Eva arriva vers l'an 2000. Jusqu'alors, elle avait parlé peu en public de l'Holocauste. La mort de son beau-père Karel, le vieillissement de sa mère et l'augmentation de l'intérêt éducatif pour la Shoah au Royaume-Uni créèrent un nouveau contexte. Eva fut invitée par le Holocaust Educational Trust à témoigner dans les écoles et lors des événements commémoratifs. Elle découvrit que la combinaison de sa propre voix et de l'histoire d'Anka avait un impact énorme sur des adolescents qui, dans de nombreux cas, n'avaient jamais entendu parler en détail de camps comme Mauthausen. Elle abandonna son travail administratif et se consacra presque entièrement à l'éducation sur la Shoah. Depuis lors, elle a parlé dans des centaines d'écoles, d'universités, de bases militaires et d'organismes publics. Elle a voyagé avec des groupes d'étudiants britanniques en Pologne et en Autriche, les guidant à travers des lieux comme Theresienstadt, Auschwitz et Mauthausen, et racontant sur place l'histoire de ses parents et de sa propre naissance. Elle a participé à des cérémonies officielles, comme les anniversaires de la libération de Mauthausen, organisés par le gouvernement autrichien, et à des projets de mémoire dans lesquels son témoignage est enregistré en vidéo pour être utilisé dans le futur. Son histoire fait également partie de l'ouvrage Born Survivors de l'écrivaine Wendy Holden, qui raconte la vie de 3 jeunes femmes enceintes dans le système des camps nazis et des bébés qu'elles ont réussi à sortir vivants de cet environnement. Le livre eut une large diffusion et plaça Eva, ainsi que les 2 autres filles des protagonistes, comme symbole d'une catégorie très spécifique. Les enfants nés dans l'Holocauste, une infime minorité qui représente l'extrême opposé de la politique nazie d'anéantissement de la vie juive. La reconnaissance institutionnelle de son travail vint avec le temps. En 2015, elle reçut un doctorat honoris causa en droit de l'Université de Montfort pour sa contribution à l'éducation sur l'Holocauste. En 2019, elle fut distinguée par la British Empire Medal dans la liste des honneurs du Nouvel An avec 3 autres survivants, pour services rendus à l'éducation sur la Shoah. En 2023, le district de Blaenau-Gwent, au pays de Galles, lui accorda la liberté de la commune, un honneur symbolique qui souligne le lien entre son histoire personnelle et la communauté où elle a grandi. Contrairement à Tova Friedman ou Sam Harris qui ont émigré enfants aux États-Unis, Eva se considère à la fois britannique et tchèque. Elle vit à Cambridge, a des enfants et des petits-enfants, et maintient un calendrier d'activités qui, pour quelqu'un de son âge, serait épuisant. Conférences, interviews, voyages commémoratifs. Dans sa vie quotidienne, elle combine les tâches ménagères et familiales avec la révision des courriels des écoles qui demandent sa présence, la préparation de discours pour le Holocaust Memorial Day et la lecture des nouvelles où elle voit, avec inquiétude, la persistance de l'antisémitisme et d'autres formes de racisme en Europe.
Dans ses témoignages, elle insiste sur 2 idées clés. La première, que son histoire est en grande partie l'histoire de sa mère. Sans la force physique et mentale d'Anka, elle n'existerait pas. C'est pourquoi elle se présente souvent non seulement comme survivante, mais comme fille de survivante, soulignant le rôle de la génération précédente. La deuxième, que la leçon de l'Holocauste ne se limite pas au passé. Elle relie sans cesse la haine raciale qui a conduit à la Shoah aux formes contemporaines de déshumanisation, qu'il s'agisse de réfugiés, de minorités ethniques ou de tout groupe devenu bouc émissaire. Elle ne se contente pas de raconter ce qui s'est passé, mais interroge sur ce que l'on fait aujourd'hui avec ce savoir. Dans son cas, l'enfance n'a pas de souvenir propre des camps, mais sa biographie est absolument modelée par cette circonstance. Son lieu de naissance, Motozen, apparaît sur son certificat, dans des documentaires, dans des rapports. L'après-guerre lui offrit une enfance normale au Royaume-Uni, mais cette normalité était encadrée par le deuil d'une mère qui avait perdu presque toute sa famille et par un environnement communautaire de réfugiés. L'âge adulte lui apporta une profession stable et une famille à elle, mais aussi la responsabilité de parler au nom de ceux qui n'ont pas pu le faire. Reconstruire la vie, dans son cas, signifiait construire une existence pleine sans nier l'origine dans un lieu de mort. Contrairement à de nombreux survivants qui choisirent un silence quasi total, Eva accepta, à partir d'un certain âge, que sa principale tâche publique était de raconter cette histoire encore et encore, surtout aux jeunes qui sont à plusieurs générations de distance des événements. Sa vieillesse est marquée par la reconnaissance et l'exposition, mais aussi par la fatigue logique de celle qui a répété son témoignage des centaines de fois. Lorsqu'on l'écoute aujourd'hui, on comprend qu'elle ne parle pas seulement pour elle-même, elle parle pour son père assassiné, pour son frère mort à Theresienstadt, pour les bébés qui ne sont jamais nés dans d'autres wagons. Amy Arbel, une enfance entre chants et une vieillesse entre souvenirs. Elle est née en 1937 à La Haye, dans une famille juive intégrée, tranquille, de classe moyenne. Ses parents, Julia et Jacob, avaient construit une vie normale aux Pays-Bas. 3 enfants, des grands-parents vivant à quelques mètres, une communauté juive nombreuse, des écoles, des commerces, un rythme de vie de ville européenne qui semblait stable. Cette normalité est importante à garder à l'esprit, car tout ce qui va suivre est une rupture de quelque chose qui jusqu'alors était perçu comme sûr. Lorsque l'Allemagne envahit les Pays-Bas en mai 1940, les premières mesures antisémites ne sont pas encore vécues comme une condamnation à mort, mais comme une dégradation progressive des droits. Restriction de travail, couvre-feu, interdiction de certains lieux, obligation de porter l'étoile jaune. Pour une enfant de 4 ans, ces changements ne se traduisent pas en concepts politiques. Ils se traduisent par des regards, des chuchotements, par la sensation que le fait d'être soi-même est devenu dangereux. Le 10 novembre 1942, la fiction de la vie quotidienne est complètement brisée. La police néerlandaise, subordonnée à la SS, fait irruption dans la maison familiale. Ce ne sont pas des soldats inconnus sur un front lointain, ce sont des hommes en uniforme qui parlent la langue du quartier. La famille est arrêtée et envoyée au camp de transit de Westerbork, le lieu intermédiaire entre la vie civile et la machine de déportation vers l'Est. Là, pendant plus d'1 an, l'enfant apprend que le monde peut se réduire à des baraques, des listes et des trains. Westerbork n'est pas un camp d'extermination, mais c'est l'antichambre logistique d'Auschwitz et de Sobibor. De ces quais partent des convois hebdomadaires. Les adultes savent que chaque liste peut être la dernière. Pour une enfant, ce qui reste est un climat d'anxiété constante qui imprègne même les moments normaux, la nourriture, le jeu, les nuits. Dans les témoignages ultérieurs, Amy se souvient moins de scènes concrètes et plus d'émotions. Peur, confusion, la perception floue que quelque chose d'irréparable est en train de se produire avec sa famille. En février 1944, le réseau de déportation se resserre. Le père est envoyé à Buchenwald, puis dans un sous-camp de travail forcé, où il mourra la même année. La mère et les 3 enfants sont séparés des grands-parents qui seront envoyés à Auschwitz et tués peu après. Pour une enfant de 7 ans, la mort ne se formule pas comme un meurtre idéologique, mais comme une disparition sans retour. Soudainement, des personnes qui étaient toujours là ne sont plus là, et personne n'offre d'explication qu'elles puissent comprendre. La prochaine étape est le camp de femmes de Ravensbrück.
Là, mère et enfant arrivent dans un univers où la violence est systématique, planifiée, mais aussi arbitraire. L'enfant est trop petite pour comprendre la structure du camp, les hiérarchies entre SS, capos et prisonnières. Ce qu'elle enregistre, ce sont des odeurs, des cris, du froid, de la faim et la sensation d'être prise au piège dans un espace où il n'existe aucun refuge. Plus tard, elle dira que de nombreux souvenirs de cette époque sont des images fragmentées, presque des photogrammes sans continuité, et des zones en noir où la mémoire ne pénètre tout simplement pas. Au début de 1945, lorsque le système nazi commence à s'effondrer, la famille est transférée à Bergen-Belsen. Si Ravensbrück était le lieu de la discipline brutale, Bergen-Belsen est celui de l'effondrement total. Surpeuplement extrême, maladie, cadavres non enterrés, fin à un état terminal. L'enfant se déplace entre des corps épuisés. Elle voit sa mère lutter pour obtenir tout reste de nourriture. Elle apprend à identifier le son de la toux des mourants. Plus tard, les chercheurs parleront de catastrophe humanitaire. Dans l'esprit d'une enfant, c'est la constatation que le monde peut devenir un lieu où la mort est la norme et la vie, l'exception. Lorsque les troupes britanniques libèrent le camp en avril 1945, l'enfant a 7 ou 8 ans. Officiellement, la guerre se termine pour elle. En pratique, une autre forme de survie commence. La mère, dévastée par la faim et les maladies, meurt peu après la libération. Le père et les grands-parents ont déjà été tués. L'enfant sort du camp en tant que survivante, mais aussi en tant qu'orpheline, sous-nourrie et avec une histoire que personne ne sait vraiment comment écouter. Comme tant d'autres enfants libérés des camps, elle est envoyée en Suède pour sa récupération. À Malmö, elle passe des mois à recevoir de la nourriture, des soins médicaux et une certaine stabilité matérielle. Mais la santé physique ne répare pas le déchirement émotionnel. Dans des interviews ultérieures, elle racontera que, même là, elle sentait que le monde était fragile, provisoire, que tout pouvait s'effondrer à nouveau. Son identité est fragmentée. Elle est trop petite pour articuler un récit cohérent, mais trop grande pour oublier. Avec l'aide des listes de la Croix-Rouge, son frère aîné retrouve son nom en Suède et parvient à la ramener aux Pays-Bas. Là, ils sont accueillis dans une famille d'accueil qui reçoit des enfants juifs orphelins. Sur le papier, c'est une histoire de sauvetage. Dans l'expérience concrète de l'enfant, cela devient une nouvelle étape de violence et d'abus. Dans la maison d'accueil, elle tombe malade de la tuberculose et passe presque toute une année alitée, isolée, vulnérable. Elle subit des abus sexuels de la part du père adoptif. Ce n'est pas seulement le traumatisme des camps, c'est le message dévastateur que même ceux qui devraient la protéger peuvent lui faire du mal. Cette information est cruciale pour comprendre comment vivent aujourd'hui de nombreux survivants. L'horreur ne se termine pas avec la libération. Elle se recycle sous de nouvelles formes de vulnérabilité, souvent invisibles pour le récit officiel. Après la guerre, l'Europe veut se reconstruire, regarder vers l'avenir. Les enfants revenus des camps sont parfois considérés comme chanceux. Mais beaucoup, comme Amy, portent un double fardeau. Le traumatisme nazi et les blessures infligées après par des adultes qui n'ont pas su ou n'ont pas voulu prendre soin d'eux. À 9 ans et demi, l'enfant entre pour la première fois dans une école Montessori. C'est un tournant. Là, elle trouve un environnement où sa curiosité est valorisée, où elle peut apprendre à son rythme, où elle n'est pas seulement l'enfant du camp, mais une élève avec un nom propre. L'éducation, dans ce contexte, n'est pas seulement la transmission de connaissances, c'est un espace de reconstruction de l'estime de soi. Pour la première fois, quelqu'un lui montre qu'elle peut prendre des décisions, explorer, se tromper sans être brutalement punie. En 1949, la famille d'accueil émigre en Israël. Pour de nombreux survivants, la création de l'État juif représente la promesse d'un foyer définitif. Pour Amy, la réalité est plus ambivalente. Ils sont d'abord logés dans un ancien camp militaire britannique, puis dans un kibbutz. Sur le papier, c'est une communauté solidaire, égalitaire, où tout le monde partage le travail et les ressources. En pratique, pour une jeune fille marquée par le traumatisme, c'est aussi un endroit où d'autres décident à nouveau pour elle. Les horaires, les tâches, même des aspects intimes de la vie sont réglementés. Le message sous-jacent, une fois de plus, est que son corps et son temps appartiennent à d'autres. Avec le temps, elle décide de quitter le kibbutz et de s'installer à Haïfa. C'est un geste modeste si on le regarde de l'extérieur. De l'intérieur, c'est un acte radical d'autodétermination. Après des années dans des camps, des orphelinats, des familles d'accueil et des communautés où quelqu'un d'autre décide toujours, elle change de décor par choix propre.
Elle choisit une ville, un travail, une trajectoire. Peu à peu, et non sans rechute, elle commence à construire une vie adulte. Elle travaille dans une clinique psychiatrique, d'abord comme secrétaire, puis comme responsable administrative. Elle se marie, a 3 filles, forme une famille qui ne se définit pas seulement par ce qu'on lui a fait, mais par ce qu'elle choisit de faire. Voici un autre trait commun parmi de nombreux enfants survivants désormais âgés. La capacité de fonctionner pendant des décennies sans que l'entourage ne connaisse la profondeur du traumatisme. Amy travaille, élève ses filles, paie des factures, fait la queue au supermarché. De l'extérieur, elle est une citoyenne israélienne comme une autre. De l'intérieur, les souvenirs se déclenchent de manière imprévisible. Une odeur de fumée, un train, un uniforme, un mot en allemand peuvent déclencher des flashbacks qui la ramènent à Ravensbrück ou à Bergen-Belsen. Pendant longtemps, elle n'en parle pas, ni avec ses collègues, ni avec ses voisins, parfois même pas avec sa propre famille. Cependant, dans sa vieillesse, elle fait un tournant. À partir de 2012, elle accepte de devenir témoin public. Elle commence à voyager régulièrement en Allemagne, en particulier à l'ancien site du camp de Ravensbrück, pour parler avec des étudiants, des enseignants et des groupes de jeunes. Elle ne le fait pas depuis le confort d'une histoire surmontée, mais avec la conscience que ces expériences vivent toujours dans son corps. Elle insiste elle-même pour dire qu'elle ne veut pas de compassion. Ce qu'elle cherche, c'est la compréhension et la responsabilité. Son rôle de témoin ne se limite pas à des conférences traditionnelles. Elle participe à des projets d'éducation artistique comme Sound in the Silence, qui combine théâtre, musique et mémoire dans des espaces historiques liés au nazisme. Là-bas, de jeunes Européens dialoguent avec des survivants et transforment leurs histoires en œuvres qu'ils interprètent eux-mêmes. Pour Amy, ces projets offrent quelque chose que les rapports académiques ne peuvent pas, une manière de partager des émotions sans les réduire à des données. Pour les étudiants, ces projets offrent un contact direct avec quelqu'un qui n'est pas une figure de manuel d'histoire, mais une personne qui continue de se demander ce que signifie vivre après tout cela. En parallèle, elle s'engage dans un travail peu habituel. Elle permet à une artiste de transformer sa vie en roman graphique. L'illustratrice allemande Barbara Jellin passe des années à l'interviewer, à examiner des archives, à croiser des documents. Le résultat n'est ni une hagiographie ni un feuilleton dramatique, mais une exploration visuelle de ce que signifie se souvenir et surtout de ce que signifie ne pas pouvoir se souvenir complètement. Des pages où les traits sont interrompus ou deviennent noirs montrent des silences que même les mots ne peuvent combler. Cette œuvre, qui combine l'enfance à la Haye, les camps, l'après-guerre en Europe, l'émigration en Israël et la vieillesse en tant que témoin, a un effet curieux. Elle rend à Amy sa propre histoire, organisée, visible. De nombreux survivants ont dit quelque chose de similaire en publiant des mémoires ou en participant à des documentaires. Pour la première fois, ils voient leur vie comme une séquence et non comme des fragments déconnectés. Dans le cas d'Amy, de plus, le format de la bande dessinée permet à des adolescents qui n'ont jamais mis les pieds en Europe, ni entendu parler de Ravensbrück, de se rapprocher de son expérience sans la barrière d'un texte académique. Aujourd'hui, elle vit près de Haïfa, retraitée de son travail administratif, entourée de ses filles et petits-enfants, avec des objets quotidiens qui ne révèlent pas l'intensité de ce qu'elle a vécu. Elle bénéficie d'une reconnaissance publique, prix, invitations, voyages. Mais son quotidien n'est pas une cérémonie permanente. Il y a des courses, des consultations médicales, des conversations familiales, des petits soucis domestiques. La différence est que, dans son cas, chaque bruit d'avion, chaque nouvelle sur l'antisémitisme, chaque image de guerre à la télévision se connecte à une expérience personnelle de persécution qui ne disparaît jamais complètement. En même temps, elle a développé une philosophie simple et dure. Il ne s'agit pas de surmonter le passé, mais d'apprendre à vivre avec lui. Il n'y a pas de clôture, pas de point final. Il y a en revanche des décisions concrètes. Parler dans les écoles même si cela lui coûte. Accepter d'être représenté dans un roman graphique même si cela l'expose. Voyager en Allemagne encore et encore bien que le paysage même ravive des souvenirs. Sa vieillesse n'est pas seulement celle d'une victime survivante. C'est celle d'une femme qui a transformé sa biographie en outil pédagogique, sachant que cette tâche ne guérit pas les blessures, mais peut aider à éviter qu'elles se répètent. En 2023, lorsqu'une nouvelle vague de violence éclate au Moyen-Orient, elle se trouve précisément dans un ancien site de camp nazi, agissant comme témoin.
Dans un message à sa collaboratrice, elle raconte que, paradoxalement, elle se sent plus en sécurité dans ce lieu chargé de mémoire que dans son propre pays. La phrase condense presque un siècle d'histoire. Une femme juive, survivante de Ravensbrück et de Bergen-Belsen, qui se sent protégée à l'intérieur d'une ancienne prison nazie transformée en mémorial, tandis qu'à l'extérieur, le monde est à nouveau secoué par la haine et la guerre. 70 072. Lidia Maksimovic, l'enfant de Mengele qui a choisi de ne pas haïr. Le 26 mai 2021, dans la cour de San Damaso au Vatican, une femme âgée retrousse sa chemise devant le pape François. Sur son avant-bras gauche apparaît un numéro, 70 072. Le pape le regarde en silence, s'incline et l'embrasse. Elle s'appelle Lidia Maksimovic, déportée à Auschwitz-Birkenau alors qu'elle n'avait pas encore 3 ans, utilisée comme cobaye humain par Joseph Mengele, ce numéro l'a accompagnée toute sa vie. Ce geste résume sa biographie, le corps d'une femme âgée, la marque d'une petite fille prisonnière et la tentative de transformer cette mémoire en quelque chose qui parle de dignité et non de vengeance. Lidia n'est pas née en Pologne, mais en Biélorussie, alors partie de l'Union soviétique. Son nom de naissance était Ludmila Boksarova, née en décembre 1940 près de Nowy Sambor et élevée avec ses parents, Anna et Alexis, dans le petit village de Przybitki, près de Polotsk. C'était un environnement rural, avec des grands-parents, des animaux, une vie que, du point de vue de l'histoire, on pourrait appeler ordinaire. Cette normalité dure peu. La famille est accusée d'avoir des contacts avec les partisans et est arrêtée. Il passe plusieurs semaines en prison à Vitebsk, avec d'autres paysans et des familles entières. Pour une enfant de 2 ans, ce sont des barreaux, du froid et un sentiment précoce de danger. Un jour, les prisonniers sont conduits à une gare et poussés dans des wagons à bestiaux. Portes fermées, températures en dessous de 0, sans toilette, presque sans eau ni nourriture. Le train voyage pendant des jours vers une destination inconnue. Lorsqu'il s'arrête enfin, en ouvrant les portes, ce que Lidia voit en premier, ce sont des hommes armés portant des uniformes sombres, des chiens qui aboient et des projecteurs coupant la nuit. C'est le 4 décembre 1943. La famille est arrivée au complexe d'Auschwitz-Birkenau. La sélection sur la rampe est immédiate. Des cris en allemand, des files séparées, des adultes essayant de ne pas perdre de vue les enfants. Lidia se souvient de la scène surtout comme du bruit et de la peur. Ses grands-parents, âgés, sont envoyés directement aux chambres à gaz avec les vieillards, les malades et ceux considérés comme inaptes au travail. C'est la dernière fois qu'elle les voit. Sa mère, Anna, passe la sélection et est envoyée aux travaux forcés. La fillette reste avec elle pour le moment, dans le groupe de femmes et d'enfants destinés à la quarantaine. Dans les baraquements de quarantaine, ils leur retirent leurs vêtements, leur donnent des uniformes rayés et leur rasent la tête. Puis vient le tatouage, aux adultes et aux enfants. À Anna, on tatoue le 70 071, à sa fille, le 70 072. Le numéro remplace le nom. Dans la logique du camp, ce tatouage est un instrument de déshumanisation. Dans la logique de la mémoire, il deviendra des décennies plus tard un document permanent, impossible à perdre ou à falsifier. Rapidement, il sépare mère et fille. Anna va dans un baraquement de travail, Lidia dans celui des enfants. Ce bâtiment est à la fois un dortoir, une salle d'attente et un laboratoire pour les expériences de Joseph Mengele. Là, des enfants venus de toute l'Europe occupée se mêlent. La langue quotidienne est un jargon fait de morceaux de polonais, d'allemand, de hongrois, de yiddish et de russe. La règle de base que la petite apprend est simple et brutale. Ne pas trop parler, ne pas jouer, ne pas attirer l'attention. La faim, le froid, les poux et la nostalgie de sa mère sont le fond permanent de ce tableau. C'est dans ce baraquement que Mengele apparaît. Lidia se souviendra toujours de lui pour ses bottes impeccablement cirées et son regard qu'elle décrit comme « possédé ». Pour les enfants, sa présence signifie la terreur. Il entre, lit les numéros tatoués, désigne ceux qui seront emmenés à l'hôpital du camp. Là, Lidia et d'autres petits sont soumis à des prélèvements massifs de sang, à des injections de solutions salines et à d'autres procédures sans anesthésie, sans explication. Après l'une de ces visites médicales, l'enfant ne reconnaît même pas sa propre mère. Son corps est couvert de plaies, elle est pâle et faible, et elle a des problèmes de vision. D'un point de vue médical, ce sont des expériences pseudo-scientifiques. Du point de vue de l'enfant, ce sont des séances de douleur absolue, entourées d'un rituel froid de blouse blanche,
d'instruments et d'ordres. Pendant des années, Lydia pensera que si elle a été choisie pour cela, c'était parce qu'elle n'était pas une bonne fille, parce qu'elle méritait une punition. C'est l'une des séquelles psychologiques les plus fréquentes chez les enfants de l'Holocauste, internaliser la culpabilité pour ce que les adultes ont fait. Dans les derniers mois de la guerre, la situation à Auschwitz change. Les nazis commencent à évacuer le camp, organisent des marches de la mort vers l'intérieur du Reich, détruisent les preuves. Anna est incluse dans l'une de ces colonnes et envoyée à Ravensbrück puis à Bergen-Belsen. Lydia, quant à elle, reste à Birkenau avec le groupe d'enfants auquel elle appartenait. Une fois de plus, une décision prise par d'autres deviendra des années plus tard une ligne de démarcation entre la vie et la mort. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge entre à Auschwitz. Elle trouve des baraquements remplis de malades, de cadavres, d'enfants sous-nourris. Parmi eux se trouve Lydia, âgée de 5 ans, le tatouage sur le bras, des séquelles physiques des expériences et sans famille en vue. Dans les jours qui suivent, des habitants d'Oswięcim et des villages voisins se rendent au camp pour aider, apporter de la nourriture et offrir des maisons. Un couple polonais, Bronisława et Richard Rydzikowski, remarque l'enfant et décide de l'emmener chez eux. 3 ans plus tard, ils l'adoptent formellement. Lydia prend le nom de Lydia Rydzikowska. Dans cette nouvelle maison, elle voit pour la première fois quelque chose qui n'existait pas dans le camp. Un lit avec des draps, une cuisine, une table avec des assiettes. Elle apprend des prières catholiques, va à la messe, s'intègre dans une famille polonaise qui l'entoure d'affection. Il croit que sa mère biologique est morte, et c'est ce qu'ils lui disent. Lydia grandit convaincue d'être orpheline. Le tatouage sur son bras devient un problème, à l'école, dans la rue, en été, lorsque ses bras sont découverts. Souvent, elle le cache avec des bandages ou des vêtements longs. Pendant des années, elle se sent pire que les autres, comme s'il y avait quelque chose en elle qui la séparait des autres. Un détail de son jeu d'enfant révèle à quel point le camp s'était inscrit en elle. Dans la cour de la maison, avec d'autres enfants, elle jouait parfois à la concentration. Elle donnait des ordres en allemand, apprit à moitié, organisait des comptages, choisissait qui allait avec le docteur et qui restait dans le baraquement. Ce n'était pas une reconstitution consciente de l'horreur, mais la façon dont son esprit d'enfant tentait de dompter une expérience qu'elle ne comprenait pas entièrement. Pendant son adolescence, ce passé reste un fond silencieux mais actif. Lydia poursuit ses études, trouve un travail dans un bureau de conception en Pologne, tente de mener une vie aussi normale que le lui permettent ses souvenirs et le contexte politique de l'après-guerre. Pendant longtemps, elle ne parle pas publiquement d'Auschwitz ni de Mengele. Comme beaucoup de survivants, elle choisit le silence comme stratégie de survie psychologique. À 19 ans, cependant, le besoin de savoir davantage se fait sentir. Elle commence à enquêter pour savoir si sa mère est vraiment morte. Grâce à des contacts et à des archives soviétiques, elle découvre quelque chose d'inattendu. Anna a survécu à la marche de la mort, à Ravensbrück et à Bergen-Belsen, et elle l'avait cherché. En 1962, elle se retrouve à Moscou. Quand la mère la voit, elle s'évanouit. La presse soviétique présente la rencontre comme le retour d'une enfant libérée d'Auschwitz par l'armée rouge. Pour Lydia, c'est quelque chose de plus intime. La preuve vivante que le lien initial n'a pas été complètement détruit, même si les décennies sont passées. Après cette réunion, les autorités soviétiques lui proposent d'étudier en URSS, de s'y installer, de refaire sa vie dans le pays auquel appartenait son origine. Lydia choisit autre chose. Elle retourne en Pologne. Là, elle a sa famille adoptive, sa langue quotidienne, son nouveau nom. Elle fonde sa propre famille, travaille pendant des années dans un bureau de projet d'ingénierie, s'intègre dans la vie civile de la Pologne d'après-guerre. L'enfant de Birkenau devient employé, épouse, mère, puis grand-mère et arrière-grand-mère. Pendant des décennies, son histoire circule dans des espaces limités. À partir des années 1990 et 2000, avec la croissance des initiatives de mémoire en Pologne et en Italie, son témoignage acquiert une visibilité nouvelle. Lydia collabore avec le musée juif de Galice à Cracovie, participant à des rencontres avec des jeunes de nombreux pays. Elle devient l'une des protagonistes du livre L'Infanzia rubata. I bambini liberati ad Auschwitz, de la chercheuse Elena Kubicka, centrée sur les enfants libérés du camp. Dans ses activités, ce qu'elle offre n'est pas une conférence académique, mais une conversation directe. Elle raconte le train, le numéro, les bottes de Mengele, la faim, puis la maison des Rydzikowski, l'école, la vie adulte.
En Italie, sa figure devient particulièrement connue. Elle voyage fréquemment invitée par des associations comme la Memoria Viva, participe à des rencontres dans des écoles, à des pèlerinages à Auschwitz et à des cérémonies commémoratives. Sa vie inspire un documentaire, 70 072, La Niña que no sabía odiar, qui retrace son histoire entre la Biélorussie, Birkenau et la Pologne contemporaine, avec des commentaires d'autres survivants comme Samuel Modiano et Liliana Segre. Sa biographie, La Bambina que non sapeva odiar, écrite avec le journaliste Paolo Rodari, est également publiée, avec une préface du pape François. En italien, le titre souligne quelque chose qu'elle répète souvent, que, malgré tout, elle n'a pas pu ni voulu se laisser happer par la haine. Rencontrer le pape en 2021 n'a pas été un épisode isolé, mais le point culminant visible d'un parcours en tant que témoin. Ce jour-là, après le baiser sur le tatouage, Lydia lui a offert 3 cadeaux. Une bougie, une peinture la représentant enfant avec sa mère devant l'entrée de Birkenau et un chapelet de Saint Jean-Paul II qu'elle utilise chaque jour pour prier. Plus tard, elle dira que ce geste du pape l'a réconciliée avec le monde et lui a donné des forces. Aujourd'hui, Lydia vit à Cracovie. Elle a plus de 80 ans, des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Sa routine ressemble à celle de tant de personnes âgées. Visite chez le médecin, courses, réunions familiales, messe dominicale. Mais cette normalité coexiste avec un agenda intense de rencontres avec des jeunes, particulièrement en Pologne et en Italie. Elle voyage dans des écoles, dans des mémoriaux, à des conférences. Elle montre le numéro sur son bras, parle des 200 000 enfants tués à Auschwitz, avertit sur l'antisémitisme, l'extrémisme et les populismes qui regagnent du terrain. Elle cite souvent une expérience intime. Pendant de nombreuses années, elle a couvert le numéro 70 072 avec un pansement, honteuse. Aujourd'hui, elle le montre avec la conscience que c'est un outil pour éduquer. Dans des interviews récentes, elle a dit qu'en raison de ce qu'elle a vécu, elle sait comment affronter les situations extrêmes. Pas parce que la souffrance est une école souhaitable, mais parce qu'elle a appris depuis l'enfance qu'il existe même dans les environnements les plus hostiles des décisions qui peuvent faire pencher la balance en faveur de la vie. Elle affirme aussi qu'elle est convaincue d'avoir survécu grâce à l'intervention d'une force supérieure et que précisément pour cette raison, elle ressent un devoir, parler pour ceux qui n'ont pas pu le faire. Sa mission, dit-elle, est d'être la voix des enfants qui ne sont pas sortis vivants des baraquements de Mengele. Du point de vue de l'historien, la vie de Lydia illustre plusieurs constantes des enfants survivants de l'Holocauste aujourd'hui. D'abord, le déchirement de l'identité. Elle est née soviétique, a grandi comme une enfant catholique polonaise, a découvert qu'elle était la fille d'une mère juive survivante. Pendant longtemps, elle n'a pas su d'où elle venait. Ensuite, la prolongation du traumatisme au-delà de 1945. La libération n'a pas refermé la blessure, elle a juste changé la manière dont elle faisait mal. Enfin, la transition du silence à la parole, des décennies de vie normale, ont précédé le moment où elle a décidé de raconter son histoire encore et encore, devant des générations qui n'étaient pas nées quand elle était à Birkenau. Aujourd'hui, Lydia Maksimovic vit en équilibre entre 2 dimensions. Dans l'une, elle est une femme âgée qui s'émouvit avec ses petits-enfants, se fatigue en montant les escaliers, cuisine, prie son chapelet et remercie l'affection de sa famille adoptive et du réseau d'amis qu'elle a tissé en Pologne et en Italie. Dans l'autre, elle reste la petite fille de moins de 3 ans marquée du 70 072, la patiente de Mengele, l'orpheline provisoire qui est arrivée à Cracovie depuis un camp libéré. Chaque fois qu'elle retrousse sa manche pour montrer son bras, elle réunit ses 2 vies, celle du passé volé et celle du présent reconstruit.